comment me présenter, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas sur n'importe quoi, pas sur n'importe qui, mais sur les psychopathes. Qui n'a jamais déjà entendu parler des psychopathes? Et surtout, qui n'aime pas s'endormir un vendredi soir sur un joli documentaire sur les tueurs en série? A eu le crâne défoncé avec un objet contondant et le père est à moitié asphyxié. Mais loin des écrans, la réalité de ces termes est souvent romantisée ou alors très mal comprise. Pour débuter, on va commencer par une définition médicale du terme, parce qu'on parle des psychopathes, mais qu'est-ce que c'est réellement? Alors un psychopathe, c'est un trouble de la personnalité, caractérisé par un manque d'empathie, un égoïsme marqué et une indifférence au vu des sentiments des autres et de leurs droits. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en fout quoi. Mais ce n'est pas tout. Les psychopathes sont souvent très charmants et charismatiques, ce qui les rend d'autant plus difficiles à identifier. Des gens qui vont énormément miser sur leur physique, parce qu'il y a une étude en plus qui dit qu'on a plus tendance à faire confiance à des gens que l'on trouve beaux que des gens que l'on trouve moches. Donc ils vont tout faire pour avoir l'air charmant et pour qu'on se dise mais non, regarde-le, il est trop gentil, genre, il a pas pu te découper un doigt, c'est pas possible. Les psychopathes sont très intelligents, ils savent manipuler les autres, ils ont peut-être pas beaucoup d'émotions mais ils savent les exploiter et c'est ce qui crée toute cette fascination, c'est qu'ils sont très bien cachés. Mais attention à ne pas confondre avec les sociopathes qui sont beaucoup plus impulsifs, moins stables émotionnellement et qui vont agir sur un coup de tête, tandis que les psychopathes, comme très bien représentés dans les films, ont tendance à préparer méticuleusement leur plan de manière détaillée, de savoir 3 mois à l'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, ils sont plus posés, ils savent mieux contrôler leurs émotions. Ce trouble affecterait 3% des hommes et 1% des femmes. On va faire un petit cours d'histoire. Le terme psychopathie a été utilisé pour la première fois au 19e siècle. Et à cette époque, il était utilisé de manière assez vague pour traiter de différents troubles mentaux. On sait pas trop ce que c'était, on mettait ça en mode bon. Et c'est le psychiatre Philippe Pinel qui va jouer un rôle clé dans l'utilisation de ce terme, en introduisant l'idée de manie sans délire, pour du coup évoquer des comportements strange avec des personnes qui n'ont ni d'hallucination ni de folie. Mais donc, qu'est-ce qui vous pousse à agir comme ça? Est-ce que vous voyez des choses en particulier? Est-ce que vous avez des choses à me dire peut-être? Bah non. Lire. Maintenant qu'on sait ce que c'est un psychopathe, en tout cas selon sa définition, on peut se demander pourquoi ils agissent ainsi. Oui. Eh bien Jamy, la raison réside dans la façon dont leur cerveau est fait. Imaginez le cerveau comme une énorme entreprise. Chaque département gère une partie spécifique de nos comportements, de nos pensées, nos décisions, ou encore de nos émotions. Et certaines parties du cerveau gèrent de la vision, nos déplacements, de comment on mange, et d'autres sont dédiées à ressentir des émotions et celles des autres, donc de l'empathie. Il faut se dire que dans le cerveau d'un psychopathe, certains de ces départements ne fonctionnent pas comme ils devraient. Et par exemple, le département des émotions, les amygdales, le mec qui est censé travailler dedans, il est souvent en post-clope. Parce qu'il faut imaginer en fait que notre monde est régi de plein d'énergies. Des énergies que notre cerveau va traduire de manière émotionnelle, donc chimique. Et le mec qui est censé faire ce taf, est censé retranscrire ces données analytiques en émotions plus tard à faire ressentir à notre corps, il est pas là. Ce qui veut dire que les réponses habituelles à des sentiments, ce sont pas les mêmes chez les psychopathes, qui contribuent du coup à leur manque d'empathie, à leur égoïsme, ce charme intense, parce qu'ils ont pas peur de ce qu'on pense, parce qu'ils s'en foutent en fait. Faut vraiment appuyer sur ce truc de ils s'en foutent, ça n'existe pas d'avoir un intérêt envers quelqu'un d'autre que soi. Et non, ce n'est pas tout, c'est couplé à des différences dans le cortex préfrontal, qui est en charge de réfléchir aux conséquences de nos actions, quoi. Voilà, de se dire ah peut-être que j'aurais pas dû faire ça. C'est aussi ce qui sert à réprimer les impulsions, voilà. On est quand même un être animal à la base. Donc sinon si à chaque fois qu'on s'énerverait, on pourrait croquer quelqu'un, voilà. Sauf qu'on a ce truc dans notre cerveau, dans le cortex, comme une sorte de modérateur qui nous dit no. Mais là il n'y a pas de modérateur, ce qui peut mener à des prises de décision moins pertinentes, quoi. Voilà, faut vraiment imaginer que c'est un modérateur, un mec qui surveille la cour de récré. Il s'en fout, je sais pas, c'est un mec chill, je sais pas trop, il est pas trop là, il préfère parler avec sa meuf sur Snap. Et du coup les enfants ils font n'importe quoi dans la cour, ils se tapent. Et personne n'est là pour les surveiller. Mais attention, il y a une énorme différence entre être un psychopathe clinique
et juste avoir des traits de psychopathe, parce qu'on a tous des traits de psychopathe à notre échelle. On peut tous être à peu près manipulateurs, parfois manquer d'empathie, ou savoir surmonter un stress qui paraît horrible pour certains. On a tous un petit peu des traits, quoi. Ça veut pas dire qu'on est tous des fous. Il y a des gens, ils vont croire, c'est bon, tout le monde est les psychopathes. La psychopathie clinique, c'est un diagnostic rare et sérieux, et qui est souvent utilisé dans un contexte médico-légal. Dans un tribunal, par exemple, on va pas justifier, mais comprendre certains comportements au vu de ce qui se passe dans le cerveau. Ça permet d'expliquer certains comportements, de pourquoi il l'a fait, et de comment il va agir ensuite par rapport à ça, et donc quoi faire légalement parlant. Voilà. Donc les psychopathes répondent à des termes précis et médicaux. Ces traits sont évalués par des professionnels avec des outils spécifiques qu'on appelle la checklist de psychopathie révisée, PCLR, où un score élevé indique la présence de ce trouble complexe. Voilà, c'est pas juste nous, on s'autoproclame. Voilà, la dernière fois quelqu'un a pleuré et j'ai même pas versé une larme. Non, c'est pas ça. Je suis pas un mec comme les autres, ok? Je suis pas comme les autres, j'ai le cœur brisé. Oi, oi, oi! Pas mal pour un mortel. Et ce sont aussi des vampires, ça veut dire qu'ils vont aspirer l'énergie des autres à leur propre profit. Ça va être au niveau des émotions, de l'amitié, de l'argent. C'est des gens qui en fait veulent tout pour eux parce que vous ne comptez pas. Parce que ce truc de avoir une attache pour quelqu'un, elle ne marche pas. Il a pas ce truc-là. Le mec qui travaille tous les jours en tant qu'ouvrier pour nous faire ressentir des émotions, bah ce mec-là, il est au chômage. Mais la question à se poser, c'est comment on attrape la psychopathie? Est-ce qu'on est avec? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'on l'attrape comme un rhume? On touche une mauvaise porte et c'est pédé? Qu'est-ce qui se passe en fait? On peut alors se demander pourquoi certains naissent avec ce trouble et d'autres non, et pourquoi certains le développent ou non. C'est un mélange d'héritage génétique, d'histoire de l'évolution, et sans oublier l'impact de l'environnement où l'on vit. On va commencer par l'évolution. Il faut se dire que le cerveau, c'est comme un iPhone, un appareil électronique qui n'a pas fait de mise à jour depuis longtemps, et donc qui vit avec des vieux paramètres. Les paramètres de la préhistoire. Il faut savoir que le cerveau était en mode survie, c'est-à-dire qu'à tout moment, à cette époque-là, on pouvait die en fait. Il pouvait y avoir un guépard qui sort d'un buisson, vous pouvez manger un mauvais fruit, vous pouvez te faire attaquer. Il fallait tout le temps être préparé à la fuite et à devoir survivre en fait. Donc des aspects de la personnalité comme ne pas paniquer face au danger ou être super manipulateur pouvaient donc être utiles pour survivre à un prédateur ou encore voler la nourriture des autres. D'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante que je vais vous mettre juste ici, avec une IA, un mec qui montre comment l'être humain en fait est voué de par nature à vouloir manipuler les autres à son bien, parce qu'en fait on est comme des petits virus qui voulons tout le temps survivre, donc on va faire tout ce qui est possible pour ne pas mourir. Et donc, certains de ces traits ont été donnés génétiquement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Là, l'explication de pourquoi ce trouble existe. Mais ce n'est pas tout, parce que parfois tu peux l'avoir, mais ne pas forcément agir dessus. Même si tu as ces gènes, ça ne veut pas dire que tu vas devenir un psychopathe et un danger pour la société. L'environnement où tu grandis joue un énorme rôle. Un environnement stable et aimant peut évidemment compenser ces traits. Quelqu'un peut avoir ces traits psychopathes, mais s'il n'est pas face à la violence, ça va pas trigger, entre guillemets, activer ce truc en lui. En gros, la psychopathie, c'est comme une recette qui nécessite certains ingrédients génétiques, mais aussi le bon ou le mauvais environnement qui va permettre de manifester le pouvoir magique. Mais on peut se demander pourquoi ce sujet fascine autant. Eh bien, c'est une question de psychologie et de nature humaine. D'abord, nous sommes naturellement fascinés par ce qui est mystérieux et interdit. Et les psychopathes et les sociopathes incarnent exactement ça. Ils enfreignent les règles sociales de manière extrême et ça nous intrigue. C'est comme regarder un accident de voiture, c'est violent, mais on est quand même fasciné, poussé à vouloir en regarder plus. Vous voulez savoir une petite anecdote ? En gros, l'inconscient, donc la deuxième couche du cerveau, celle qui est plus subtile entre guillemets, ne comprend pas la négation. Donc quand tu penses ou que tu dis « je ne dois pas appuyer sur ce bouton », le cerveau comprend, en tout cas l'inconscient, « je dois appuyer sur ce bouton ». C'est pas bien à voir, mais d'un autre côté, t'as envie de voir. Parce que t'es pas censé voir, et que c'est interdit, et que la violence c'est quelque chose de puni, donc on n'a pas envie de voir. Mais d'un côté, on est fasciné, enfin, c'est toute une boucle intemporelle. Et en plus, ces comportements défient pour nous ce qui est normal et nous poussent à vouloir en savoir plus, à se dire mais pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui... On a envie toujours de comprendre ce qui est différent de nous. Deuxième raison, c'est du coup notre affection, notre fascination pour la violence et le choquant, le gore. Et cette attirance peut être vue comme une manière de ressentir des émotions très fortes et de l'adrénaline
tout en étant en sécurité. En d'autres termes, explorer des sujets comme des séries sur l'extrême violence ou des documentaires avant de dormir, ça nous permet de ressentir de l'excitation et de la peur sans véritable danger. Parce qu'on est loin, on est sur notre téléphone, donc c'est pas vraiment vrai. Et pour aller encore plus loin, cette exploration sécurisée du danger et du chaos peut être perçue comme une sorte de catharsis, où l'on peut confronter ses peurs les plus profondes tout en étant à distance. Et la dernière des raisons qui fait qu'on est fasciné par ce truc de psychopathe, c'est évidemment les médias. Les films, les livres, les séries mettent en avant ces personnages comme des personnages centraux et des personnages stylés, créant une image séduisante d'individus charmants, mystérieux, froids, intelligents. Et un phénomène similaire se retrouve dans la culture japonaise, les yandere. Pour ceux qui ne connaissent pas, les yandere, c'est des femmes qui tuent par amour, qui personne s'approche de son mec, qui est née au Japon de par une vraie tueuse et qui a été comme la femme qui est prête à tout par amour, quoi. C'est limite beau en fait. Un peu comme dans You. Comme dans You, Joe agit par amour et après on est dans son point de vue à lui, mais on arrive limite à justifier ses actes parce que c'est un très bon charmeur manipulateur. Et c'est le but de toute la série, c'est que le personnage, vous êtes dans son crâne et il essaye de vous faire croire à vous parce qu'il fait, c'est justifié. Et c'est vraiment ça ce que va faire un psychopathe. Par le charme et par l'éloquence, vous prouvez par A plus Z que c'est vraiment C. Et ces individus nous permettent de nous poser des questions fondamentales sur ce qu'est réellement l'être humain, sur les limites de sa moralité et sur les facteurs qui influencent nos comportements. Cette fascination autour des psychopathes a évidemment eu une répercussion sur l'image qu'on peut se faire d'un psychopathe. Beaucoup de gens viennent à croire que tous les psychopathes sont dangereux ou sur le point de toujours commettre un crime. Ces personnes peuvent avoir du mal à ressentir de l'empathie ou encore à respecter les normes sociales, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont profondément malveillantes et violentes. On va commencer par une petite étude de cas, ce qui est plus croustillante, et on va prendre l'exemple parfait qui est Ted Bundy. Ted Bundy était souvent décrit comme intelligent, charismatique, séduisant et j'en passe. Il faisait ses études en droit, il avait une meuf, il vivait avec sa meuf, avec la fille de sa meuf, il était considéré comme très beau, intelligent, considéré en tout cas, c'est subjectif, mais moi voilà, moi je le trouve moche. Et il utilisait souvent son apparence pour se mettre dans la poche. Non, pas se mettre tout ça dans la poche, mais pour se mettre les gens dans sa poche. C'était le mec perfect, quoi. Il était super gentil avec tout le monde, et il était intelligent, il avait tout pour lui. Et donc son allure respectable, son éloquence lui permettait de facilement manipuler ses victimes. Et voici quelle était sa méthode opératoire. Faut rappeler que les psychopathes sont très intelligents, et même s'ils ne ressentent pas d'émotions, ils savent les exploiter. Donc ils savaient que le mieux était d'avoir l'air vulnérable, parce que souvent on voit pas le danger de quelqu'un qui a l'air vulnérable. Donc ils se mettaient un plâtre ou des béquilles. Qui va se dire que le petit mec qui a des béquilles va nous attaquer? Personne se dit ça. Et il le savait très bien, donc il l'utilisait. Il allait voir des jeunes filles avec la béquille et tout blessé et tout en mode tu peux m'aider à ranger ça dans ma voiture s'il te plaît? Et la plupart des gens disent oui. Tu vois un mec, il est là, il est handicapé des pattes, tu vas l'aider, tu vois. Et après paf, l'attraper, la jeter dans la voiture. Après il faisait tous les crimes possibles que vous pouvez vous imaginer qu'il pouvait faire un être humain. Il était actif principalement dans les années 70 et n'a avoué que 30 crimes. Et il a d'ailleurs avoué le jour de son exécution. Il a un peu fait comme le Japon, la même technique de déni, de dire non, c'est pas vrai, je n'ai tué personne. Quand t'es psychopathe, en tout cas, tu veux vraiment te donner cette image de quelqu'un de parfait. Donc forcément, toi qui es parfait, tu vas pas aller tuer des gens. Ça veut dire que quoi? Que moi, je m'ennuie dans ma vie? Que moi, j'ai personne avec qui avoir des relations sexuelles? Si, j'ai une meuf, j'ai un enfant, je suis en études de droit. On a avoué que 30 en plus, et on pense qu'il y en a plus de 200, voire plus. Et en plus de ça, sa technique, c'était que voilà, la journée, ça s'occupait des gosses, et le soir, ça prenait la petite coccinelle et ça allait dans plein d'états différents. Ça, on pouvait pas retrouver sa trace, vu qu'un jour il était là-bas, après il était là-bas, après il était en Floride, et on pouvait pas se dire que c'était lui. On s'était juste dit putain, en ce moment-là, il y a dans tous les états, il y a plein de gens qui disparaissent. Alors c'était lui, que c'était un manipulateur exceptionnel. À son procès, il était son propre avocat. Il faisait un peu le show, il séduisait les gens au travers du public et à la télé, où il y avait vraiment cette folie de mais qu'est-ce que fait ce pauvre innocent en prison, quoi. Et surtout aux États-Unis, là c'était un blanc, donc on devait se dire vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé. Et tellement il y avait de femmes qui étaient charmées par ce type qu'elles venaient au procès pour venir le regarder. Et elles étaient tombées amoureuses de lui, tellement il avait ce pouvoir de séduction, d'un magnétisme fort. Il a même eu un enfant avec une des meufs qui était venue le voir. Et ces meufs-là le défendaient. Elle était amoureuse de ce mec, alors que ce mec a fait les pires crimes qu'on puisse faire en tant que personne humaine, quoi. Mais bon.
Et donc ça revient au truc qu'on peut pas considérer que quelqu'un de beau puisse être mauvais. Et c'est souvent ce qu'on lui a d'ailleurs répété pendant du coup son jugement. On lui disait mais monsieur, vous aviez tout pour vous. Vous auriez pu avoir une vie beaucoup plus simple, mais vous avez choisi le chemin le plus compliqué, de tuer des gens et de se faire attraper. Le deuxième exemple est John Wayne Gacy, le tueur clown. Et lui aussi du coup a mené une double vie. En surface, il était un entrepreneur respecté, un membre actif de sa communauté à Chicago. Il organisait des fêtes d'anniversaire, des événements créatifs sous la forme de clown, qu'il appelait Pogo le clown, son alter ego sûrement. Et sa technique opératoire était celle-ci. Il trouvait un moyen de faire rentrer des jeunes hommes chez lui, en leur promettant par exemple un métier, une promotion, une place au niveau de la communauté, où il arrivait à les ramener chez lui pour n'importe quelle raison. Il a oublié son lacet, bref, il veut te montrer un tour de magie, voilà. Et une fois arrivé chez lui, il les immobilisait souvent avec des menottes, simulant un tour de magie. Attends, je vais te montrer, nanana. Et après, il les enfermait dans des cages et évidemment les tuait. De 1972 à 1978, Gacy aurait tué 33 jeunes hommes et jeunes garçons, dont 26 qu'il aurait enterrés sous sa maison, où les autres il les avait jetés dans la rivière. Sauf que du coup, il y a une odeur nauséabonde qui est remontée de par ses sous-sols, et c'est comme ça qu'il s'est fait péter. Mais même après son arrestation, il a nié les crimes jusqu'à la fin. On avait beau lui montrer les preuves comme ça devant lui, non, c'était pas lui. Pas possible. Je suis un membre respecté de ma communauté. Vous connaissez la star Pogo le clown? Eh ben c'est moi. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une star elle aurait le temps de faire tout ça? En vient ma conclusion. Pour moi, les psychopathes qui deviennent tueurs en série, ou les sociopathes ou qu'importe, ceux qui ont un déséquilibre au niveau du cerveau en tout cas, et qui deviennent du coup ensuite des tueurs en série ou qui exercent des crimes horribles, pour moi ce sont des gens qui s'ennuient. Parce que tu ne ressens plus le stress, tu ne ressens plus la tristesse, tu ne ressens plus la joie, tu ne ressens rien. Donc la seule manière de ressentir des émotions fortes, de l'adrénaline, c'est en faisant des violences. En se sentant un peu bad boy. La prochaine fois que tu pleures, rappelle-toi que juste t'es pas un psychopathe et que ça va du coup et que tu vis comme un être humain est censé vivre avec une palette d'émotions.